Eric Reinhardt publie depuis la fin des années 90 l'une des œuvres littéraires originales, singulières, qui s'est traduit par des livres très, très marquants pour certains d'entre eux qui ont frappé. Et petit à petit, je crois qu'un public s'est constitué de lecteurs attendant le prochain ouvrage. On va, dans cette masterclass, non pas retracer ce parcours bibliographique de manière chronologique, mais plutôt essayer de parler de questions qui traversent, au fond, cette œuvre et ce travail, et qui ont trait, bien évidemment, à la littérature, mais également à la relation, aux relations qu'entretient l'œuvre d'Eric Reinhardt à d'autres domaines de création qui, je le sais, sont extrêmement importants, nourrissants pour son travail d'écrivain, qui n'aurait pas de sens s'il n'était pas en permanence, je crois, en dialogue avec le théâtre, la danse, les arts plastiques, la musique pour La Chambre des époux, dernier livre publié. Alors, on va pas faire semblant, on va pas faire comme si on ne se connaissait pas avec Eric Reinhardt, puisque on se connaît depuis fort longtemps, depuis bien avant qu'Eric devienne un écrivain publié, c'est-à-dire depuis le début des années 90. Mais j'aimerais, même s'il ne s'agit pas d'un entretien biographique, qu'on parte de ce moment-là, du début des années 90, du jeune éditeur que vous étiez à l'époque. J'aimerais vous demander si vous aviez, parce que moi je ne le savais pas à l'époque, le projet de bâtir cette œuvre littéraire, de devenir écrivain. Je vous savais éditeur, intéressé par les arts plastiques, éditeur de livres d'art, d'une revue aussi. Est-ce que ce projet de devenir écrivain, qui va se concrétiser en 1998 avec la publication d'un premier roman, Demi-sommeil, aux éditions Actes Sud, était déjà en germe, ou au fond, est-ce que la relation au livre passait d'abord par ce métier qui vous est cher, qui est celui d'éditeur ? Non, quand on s'est rencontrés au début des années 90, mon rêve et mon projet principal était de devenir écrivain. Je me rêvais écrivain depuis l'adolescence, depuis l'âge de 16 ou 17 ans. Et lorsque je marchais dans la rue et que je regardais des paysages ou que je faisais connaissance avec des personnes, je le faisais avant tout comme un écrivain, et je me vivais au plus profond de moi-même comme un écrivain. Ça n'a jamais fait le moindre doute. Mais simplement, ça a pris du temps. Je suis un être à maturation très lente. Il y a des écrivains ou des artistes qui peuvent être très précoces et comme ça exploser en gerbe très tôt et donner énormément dans un laps de temps très court. Et moi, il a fallu que je mûrisse, que je laisse les choses monter et advenir peu à peu en moi, la matière de ce qui allait devenir cette œuvre. Et puis j'entretenais avec la possibilité de l'écriture une relation d'intimidation, d'angoisse. Je procrastinais. Je remettais toujours à des jours meilleurs et plus propices à l'écriture. Le jour où je commencerai un roman. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je lisais énormément. Je prenais beaucoup de notes dans des carnets, donc j'avais plein de projets de livres, mais je ne m'y mettais pas. Et un jour, j'ai décidé qu'il fallait vraiment y aller. Et c'était donc l'écriture de Demi-sommeil qui, comme la plupart des premiers romans publiés, partaient d'une expérience autobiographique, de quelque chose que j'avais vécu et qu'il me fallait absolument mettre en mots. Et ça m'a pris 5 ans. Et en réalité, j'ai appris à écrire sur un seul livre. Donc je n'ai eu aucun manuscrit refusé. Souvent, les écrivains racontent qu'il leur a fallu écrire 5 ou 6 livres et essuyer 5 ou 6 refus avant que leur premier livre
ne soit publié. Demi-sommeil, j'ai passé 5 ans dessus. Il est absolument monstrueux. Il faisait 1000 pages. Hein, et voilà, je me suis à un moment englouti, enfermé dans ce livre qui était devenu comme une sorte de prison. Et donc après j'ai élagué tout ça, et donc j'ai fait un gros travail par passages successifs. Donc dans le fond j'ai écrit plusieurs romans qui ont donné naissance à Demi-sommeil. Mais voilà, ça c'était au début des années 90, donc quand on s'est rencontrés, j'en parlais peu, mais je travaillais sur ce livre déjà. Qu'est-ce qui fait que parmi tous les projets qui se trouvaient dans ces carnets, parmi toutes les idées de romans, ce soit celle-ci que vous ayez décidé de développer, même si elle a été transformée à de multiples reprises? Parce qu'il y avait l'urgence de l'écriture liée à un événement personnel. Et c'est souvent ça qui précipite l'écriture d'un livre. Mais il se trouve que dès mon premier roman, même si c'était une histoire très autobiographique, est apparue cette préoccupation qui n'allait jamais me quitter et qui caractérise mon travail depuis ce premier roman, qui est la question de la forme. Et il ne suffisait pas d'avoir vécu quelque chose de très fort et de très bouleversant dans ma vie pour qu'en surgisse et en sorte un livre. Il fallait qu'il y ait une forme qui préside à son élaboration. Et je me souviens très bien que j'ai beaucoup tourné autour de ça, et finalement la forme est apparue, m'est apparue, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer vraiment à travailler sur ce livre. C'est-à-dire une forme, c'est-à-dire c'est un principe narratif, c'est le moteur narratif du livre. Mais c'est aussi une dimension plastique. Et Demi-sommeil possède une dimension plastique très forte. Alors de cette forme découle bien évidemment toujours ce qu'on appelle une structure, mais il ne faut pas confondre la structure et la forme. Et Demi-sommeil, la forme de Demi-sommeil qui est très, très présente et qui m'a porté vraiment pendant toutes ces années donc d'élaboration du livre, c'est ça avant tout peut-être que j'avais en tête quand j'écrivais, et qui porte l'écriture, c'était la forme, ce qui m'apparaissait à moi être la forme même de la nostalgie. C'est-à-dire le livre, comme ça, fait s'alterner des chapitres au moment présent d'un homme qui regrette une rupture, et puis des plongées dans les moments éblouissants et puissants, perdus à jamais, voilà, qui sont derrière lui, vécus avec cette femme. Et à chaque fois, j'attendais du passage d'un chapitre à un autre des sensations extrêmement fortes qui seraient communiquées au lecteur, de l'ordre du paradis perdu, donc de l'âpreté, de la difficulté du moment présent, par opposition à une forme d'idéal et de paradis perdu. Et la forme du livre organise cette sorte de désenchantement et de tragédie intime, en fait. Vous disiez à l'instant que ce qui avait présidé au démarrage enfin de ce roman, c'était une urgence qui n'avait rien à voir avec, d'une certaine façon, la littérature, mais tout à voir avec la vie, avec l'expérience, et que c'était souvent comme ça que ça se produisait. Alors on va passer du premier texte publié, Demi-sommeil, au dernier, La chambre des époux, qui revient précisément sur ce rapport que vous entretenez entre écriture et urgence ressentie de l'écriture pour des raisons diverses, mais qui tiennent à la situation dans laquelle, soudainement, vous vous trouvez. C'est l'une des choses que vous, j'allais dire expliciter, mais ce n'est pas le bon verbe, à propos de laquelle vous avez écrit dans La chambre des époux. Pour revenir sur la question de la forme, parce qu'elle est importante, sur Demi-sommeil, j'ai tout
immédiatement, quand je me suis mis au travail sur ce livre, et même c'est quelque chose que je portais depuis longtemps en moi, ça c'est la doctrine mallarméenne, qui est qu'à chaque fois qu'on peut se dispenser de d'énoncer et de formuler quelque chose, et si on peut le faire en communiquant une sensation au lecteur, et ben il faut le faire. Et ce que j'ai fait avec Demi-sommeil, c'était ça, c'était cette sensation du paradis perdu. Il fallait qu'elle soit avant tout communiquée au lecteur par des sensations fortes, puissantes, récurrentes, qui viennent presque user, fatiguer le lecteur, organisées et transmises par la forme même du livre. Et j'ai coutume de dire que ce que mes livres souvent disent de plus important, eh bien, c'est la forme même qui le dit plutôt que moi. Et d'ailleurs, dans La chambre des époux, je dirais que l'organisation même du livre transmet au lecteur une sensation, voilà, qui lui est vraiment très intime et sur quoi tout repose, qui est cette mort possible que j'aurais pu affronter, celle de ma femme, et que Dieu merci, je n'ai pas affronté parce qu'elle a guéri de son cancer, mais le traumatisme que j'ai conservé de cette expérience devait trouver à se résoudre à travers la forme de ce livre. Alors, pardon, parce que il me paraissait important d'apporter cette petite précision par rapport à la question de la forme qui souvent est difficile à expliquer. Il me semblait que voilà, il fallait. Mais je ne doute pas qu'on y reviendra aussi à propos d'autres de vos livres à cette question de la forme. Mais je faisais plutôt le lien avec le déclenchement, le moteur de l'écriture, en quelque sorte, l'urgence qui vous a conduit, par exemple, à écrire Cendrillon dans un certain état, et dont il est question dans La chambre des époux, une nouvelle fois. Et que d'une certaine façon, oui, vous explicitez, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous expliquez cette situation dans laquelle vous vous êtes trouvé et qui n'est pas la même que celle pour Demi-sommeil, mais qui partage quand même un certain nombre de caractéristiques avec celle qui vous a fait enfin écrire un premier roman. Ouais. Tous mes livres partent de réactions soit au monde contemporain, à la réalité qui nous entoure, soit à des choses plus intimes et personnelles. C'était le cas avec La chambre des époux et Demi-sommeil. Cendrillon, je dirais que le livre on est traversé par le monde, et je suis traversé par le monde, et je lis les journaux chaque matin, et je peux en éprouver des chocs et des choses qui m'insupportent, et des désirs de livres peuvent naître soit d'une forme de colère, de révolte, d'indignation, ou même d'incompréhension face à ce qui se passe autour de nous. On peut aussi éprouver une forme d'insatisfaction dans sa propre vie et aspirer à plus de bonheur, d'accomplissement. Et de tout cela naît l'impulsion première qui donne l'essence au livre. Cendrillon, je me souviens très bien, c'est un livre dont l'élaboration est très complexe, puisqu'elle réunit des tas d'ingrédients très divers. Et c'est un livre qui parle de notre monde. Je rêvais d'écrire un roman monde, mais je rêvais aussi, à ce moment-là de ma vie, d'écrire un livre qui dirait qui je suis. Et qui dirait... J'étais un peu en crise, c'était la crise de la quarantaine, et j'éprouvais le besoin très fort de me récapituler dans un livre. On peut éprouver à un moment le besoin de se mettre un peu au jour pour se rassurer soi, et aussi pour créer comme des lieux de ralliement avec d'autres. Parce que dire qui on est dans un livre, c'est aussi s'offrir la possibilité éventuelle que d'autres disent « Ah mais moi aussi ». Je suis comme toi, moi aussi je partage les mêmes inclinations, les mêmes goûts ou les mêmes tourments. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais à peu près 40 ans, j'étais dans une forme d'insatisfaction, de frustration, et j'allais pas très bien. Et Cendrillon est né de ce désir
à la fois de me récapituler pour me retrouver avec mes repères et me redonner consistance, en quelque sorte, à travers un livre, parce que parfois, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est artiste, on se sent inexistant en dehors des œuvres d'art qu'on élabore. Et à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de me faire entrer tout entier avec tout ce que je suis, avec toutes mes obsessions, avec mes frayeurs, mais aussi mes engouements et mes rêves et mes enchantements et mon rapport si particulier au monde réel, au sensible, à l'amour, au temps. J'ai perdu ma phrase. Je voulais me redonner force à travers ce livre et en même temps, et aussi écrire comme une sorte d'art poétique, ce qu'on faisait au XIXe siècle, c'est-à-dire expliquer pourquoi les livres que j'avais écrits jusqu'à présent l'étaient de cette façon et pas d'une autre, en quoi ils obéissaient à un véritable déterminisme intime, sensible, et en quoi ce déterminisme était lié à mon rapport à la société, et au monde sensible, et à la société, et à l'ordre établi. Et que pour échapper à l'ordre établi, je me réfugiais dans le présent, dans le sensible, et me réfugiant dans le présent et le sensible, les livres que j'écrivais l'étaient de cette façon-là, c'est-à-dire, pour la plupart d'entre eux, écrits au moment présent, dans le présent, avec des narrations qui étaient au plus près de ce que ressentaient les personnages enfermés dans le moment présent. Et il ne m'a pas échappé que ce projet était très narcissique et que ce serait sans doute mal reçu. Et donc j'ai élargi ce livre en y faisant entrer d'autres considérations plus générales sur la société, le monde contemporain. Et il se trouve que j'avais aussi dans mes carnets 3 romans en notes comme ça, des projets de romans. Et je tournais autour et finalement, j'ai compris un beau jour, à la faveur d'une épiphanie, que si j'hésitais entre tous ces livres, c'est-à-dire ce livre très intime, cet art poétique, et puis 3 autres qui parlaient plus de notre monde contemporain, c'est qu'il fallait que je les écrive tous. Et c'est de là qu'est né Cendrillon, avec ce principe qui était que ma personne ainsi que les protagonistes des 3 petits romans que j'avais décidé d'inclure dans Cendrillon seraient in fine une seule et même personne, mais que ça, je ne le dirais pas à mon lecteur et que ce serait la forme du livre qui le manifesterait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avancerait dans le roman, le lecteur, à la faveur de dérèglements textuels ou d'indices comme ça semés dans le livre, le lecteur se rendrait compte qu'en réalité, ces 4 personnages forment une seule et même personne, c'est-à-dire 4 hypothèses possibles d'une seule et même personne, 4 modalités différentes d'un même individu. Et là, alors vraiment, Cendrillon est un livre qui a répondu à une double urgence qui était à la fois intime et personnel, enfin voilà, et puis un désir de mieux comprendre le monde dans lequel on vivait, de le condamner, de dire en quoi il me déplaisait, mais aussi d'essayer de l'élucider. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti rencontrer ce qui se faisait assez peu il y a une dizaine d'années, où les écrivains tenaient un peu le monde comme ça, économique et tout ça à distance. Et je suis parti à la rencontre de traders à Londres qui m'ont expliqué comment ils fonctionnaient et comment marchait notre monde régi par le capitalisme financier. J'aimerais que vous nous expliquiez davantage comment vous avez progressivement réfléchi à la place que vous vous donnez à l'intérieur de vos propres livres. Cette place aurait pu être de manière assez classique, finalement, ce vers quoi vous engagez demi-sommeil, de nature autobiographique, peut-on dire. D'autant que vous avez commencé à écrire à un moment où c'était l'une des tendances fortes de la littérature française contemporaine. Oui, et puis quelques-unes de mes idoles étaient Paul Nizon, Hervé Guibert, que je lisais beaucoup. Donc en effet,
vous avez raison, j'aurais pu emprunter la voie Voilà. de l'autofiction. Mais pourtant, vous n'êtes pas lancé dans ce que, on ne va pas rentrer dans le débat là, mais ce qu'on peut appeler autofiction ou pas. C'était aussi contemporain de l'œuvre de Christine Angot. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Vous avez cherché, vous auriez pu aussi ne pas vous trouver de place dans les livres, être dans un rapport, enfin de place explicite, être dans un rapport d'extériorité comme auteur à son texte. Mais vous avez cherché une autre voie qui consiste à inventer des dispositifs, au fond, qui sont chaque fois différents, mais qui ménagent une place à l'auteur. Ou pas. Ou pas, ça dépend des livres, mais souvent quand même. Et comment vous avez réfléchi cette question? Est-ce que ça a été une réflexion consciente ou est-ce que finalement ça s'est fait largement, non pas tout seul, mais... En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur le dispositif. En effet, à chaque fois, je mets en place un dispositif. Je l'ai dit tout à l'heure, dès mon premier roman, j'ai compris qu'à chaque fois, je mettrais en place un dispositif et que ce serait un dispositif différent à chaque fois et poursuivant à chaque fois un objectif précis. Ce qui s'est révélé aussi assez rapidement, c'est que mes livres se tiendraient par la main et seraient liés les uns aux autres. Ça, c'est très instinctif. Je l'ai pas conceptualisé, mais dans le fond, c'est un peu comme si, insatisfait de l'ordre établi, j'éprouvais le besoin de substituer à l'ordre établi des formes dans lesquelles je vivrais, des sortes de juridictions imposées à moi-même par moi-même, des juridictions souvent intransigeantes, donc avec ses lois, ses usages, ses climats, ses atmosphères, ses nécessités intérieures, et je vis dans ces ordres pendant des mois. Et c'est ça ma vie. Et dans le fond, je crois vraiment que je substitue à la société, à l'ordre établi, voilà, ces nouveaux ordres. Mais je le prolonge de livre en livre, c'est-à-dire que je vais d'un ordre à l'autre, mais dans le fond, il y a une continuité qui est ma vie. Et je me fais remplacer à chaque fois par un livre. Chaque livre que j'écris, d'une certaine façon, me remplace dans le monde. Et donc, il fallait absolument, c'est ce que j'ai compris instinctivement, qu'il y ait une continuité entre chaque livre. Et cette continuité, c'est ma vie, en réalité. Et alors ça, c'est la deuxième chose. Et du coup, le premier livre dans lequel je me fais apparaître nommément, c'est Cendrillon. Et l'ayant fait dans Cendrillon, en effet, dans cette circulation comme ça, presque intraveineuse, enfin, de livre en livre, ou comme des nervures, des racines, enfin. La possibilité a été ouverte pour moi, qui ne se refermera jamais, de me faire apparaître d'une manière ou d'une autre. Il y a comme une sorte d'esprit malicieux comme ça qui va de livre en livre, et ils se répondent tous. Il y a, de la même façon que dans Cendrillon, il y avait comme des sortes de scintillements qui se faisaient écho d'une ligne narrative à une autre et qui permettaient de comprendre qu'en réalité, les narrateurs de chacune de ces lignes narratives étaient une seule et même personne. Dans le fond, j'organise des scintillements qui se font écho de livre en livre, ceux qui manifestent, qui sont écrits par une seule et même personne, en l'occurrence moi. Et c'est très important, de la même façon que, pour moi, la forme du livre se développe presque indépendamment de la narration. C'est comme si dans chacun des romans que j'écrivais, il y avait deux sortes d'événements différents. L'événement relevant de la narration et l'événement relevant de l'ordre plastique, avec l'espoir toujours que les événements relevant de la plastique du livre permettent d'avoir accès d'une manière plus intéressante aux événements d'ordre narratif, comme s'ils se nourrissaient les uns les autres.
Et bien là, de la même façon, il y a mes livres, chacun avec son identité propre, mais il y a quelque chose qui supplante tout ça, qui est que c'est moi qui ai écrit tous ces livres, et ça m'amuse de le rendre manifeste, de le montrer comme une sorte de superstructure en réalité. Je ne fais pas semblant de croire que ces livres n'ont pas été écrits par moi et que, je sais pas, ils sont comme une espèce de génération spontanée comme ça. Non, il y a un écrivain qui passe son temps depuis presque 20 ans d'une manière complètement obsessionnelle et maladive et presque névrotique à élaborer ces livres. Et donc voilà, ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre par cette folie qui est la mienne, et j'aime la rendre manifeste. Donc il y a même des choses cachées que je ne dirais pas, mais qui apparaissent dans mes livres depuis le début. Voilà, des propriétés, des souterrains. Voilà, il y a des souterrains qui relient les livres, en effet les livres les uns aux autres, dont certains sont connus, visibles ou qu'on peut trouver facilement, et dont d'autres sont absolument secrets. Peut-être qu'on les découvrira un jour. Je vais revenir sur ce mot de dispositif. Dans quelle mesure vous pensez que c'est votre attention continue, aiguë, à la création contemporaine dans le domaine des arts plastiques qui vous a fait appréhender l'écriture de cette manière? On peut se faire la réflexion que la littérature contemporaine parfois donne le sentiment d'être dans des formes d'un très grand classicisme. Oui, je trouve. Oui. Et n'est pas très intéressée par le fait de renouveler ces formes, de se laisser bousculer par d'autres formes qui viendraient, je disais les arts plastiques principalement, mais dans la chambre des époux, la musique, d'un point de vue formel, est aussi extrêmement importante. Donc est-ce que ça aussi, c'est une des choses qui caractérise la singularité de votre démarche? Vous n'êtes pas le seul écrivain à être nourri de ça, mais c'est très manifeste, me semble-t-il. Oui, c'est très manifeste, et c'est chez moi très important. La dimension plastique de mes livres. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans Cendrillon, j'organise l'essor de 2 lignes narratives qui s'écartent l'une de l'autre à mesure que l'on progresse dans le livre, et en attendre un plaisir esthétique, quand je fais ça, je considère que je me comporte en plasticien, vraiment. Parce que quand j'écris, et que je fais se développer ces 2 lignes narratives qui s'écartent l'une de l'autre, bien évidemment, il y a des histoires qui sont racontées, mais je suis obsédé par le fait qu'il y a 2 lignes narratives qui surgissent et qui s'écartent l'une de l'autre, et véritablement, je les conçois comme susceptibles de procurer au lecteur un plaisir spécifique. Quand je dis ça, souvent on ne me comprend pas, et on me regarde, je vois bien, il y a un vague du regard, et la plupart des gens ne voient pas ce que je veux dire. Mais c'est pour ça qu'il faut s'y attarder un tout petit peu, parce que c'est ce qui prend toute mon énergie, toutes mes forces pendant des semaines et des semaines, l'organisation de ces événements plastiques. Voilà. Dans L'amour et les forêts, j'ai tout de suite pensé ce livre. Donc il y a une histoire avec une narratrice extrêmement poignante. Donc on ne peut pas dire que le livre est dénué d'efficacité narrative. Enfin, il se passe des choses jusqu'à un terme tragique. Mais j'ai vraiment pensé la forme de ce livre depuis le tout début comme une superposition de panneaux. Et chaque panneau aurait une atmosphère et une tessiture propre, et avec des ruptures franches et nettes entre chaque panneau, pas des chapitres, mais des panneaux, et qu'on aille d'un panneau à un autre en passant par une rupture très franche, sans charnière, c'était pas un paravent, des panneaux, et avec un vrai contraste.
Et j'attendais de ce contraste qu'il procure des sensations et un plaisir esthétique particulier à mon lecteur. Et l'un de ces panneaux est constitué d'un texte qui prend forme dans cet enchaînement et qui se passe au XIXe siècle. Et donc le lecteur est assez déstabilisé par l'irruption comme ça de calèches, de chevaux et de personnages du XIXe. Et en réalité, on apprend dans le chapitre ou le panneau suivant que s'agit en réalité d'une nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam. Moi, je considère, alors, L'amour et les forêts, bien évidemment, le plus important, c'est Bénédicte d'Ombredane, cette histoire que je raconte. Mais, en effet, ce dont je suis peut-être le plus fier dans ce livre, lorsque j'en parle et que j'en parle avec mes lecteurs, c'est par exemple cette idée que j'ai eue de coller, d'insérer dans ce livre une nouvelle intégrale d'un de mes écrivains préférés, qui est Villiers de l'Isle-Adam, avec juste un indice permettant au lecteur, dans le chapitre d'après, de comprendre ce que j'avais fait. Là, pour moi, il y a un vrai montage, une vraie élaboration plastique, et qui, en plus, enrichit la narration, puisque cette nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam remplace très avantageusement toutes les pages les plus belles et les plus fortes que j'aurais pu écrire sur la psychologie de Bénédicte d'Ombredane. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée, à un moment, comme une sorte de fulgurance, comme ça, en marchant dans une forêt, je me souviens, d'insérer une nouvelle de Villiers, qui est l'écrivain préféré de Bénédicte d'Ombredane. J'ai donc relu l'intégralité des nouvelles de Villiers de l'Isle-Adam, et je pense qui était un écrivain que je lisais beaucoup quand j'avais 20 ans, et je pense qu'en fait, il était... je pense que j'avais la prescience, parce qu'on est toujours travaillé, je crois, comme ça, par des choses qui viennent de très loin. J'avais la prescience, en écrivant L'amour et les forêts, qu'il y avait dans le corpus des nouvelles de Villiers de l'Isle-Adam un texte qui, dans le fond, parlait de mon héroïne. Et donc, je suis retourné aux nouvelles de Villiers, et quand j'ai lu L'inconnu de la rue de Grammont, je me suis dit, c'est absolument inouï. En fait, L'inconnu de la rue de Grammont, c'est mon héroïne Bénédicte d'Ombredane. Et donc, dans un geste de plasticien, d'artiste contemporain, parce que je suis un artiste contemporain, autant qu'un écrivain, j'ai inséré cette nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam qui présentait ce double avantage de parfaire cette forme que j'avais donnée à mon livre et de parler de mon héroïne. La prescience ou la mémoire, parce que... Non, parce que j'avais complètement oublié consciemment cette oublié, nouvelle. Mais on est en nourri... Mais je pense qu'il y avait des signaux qui étaient renvoyés par mon inconscient, ou des données comme ça enfouies dans ma mémoire et donc invisibles, qu'il y avait dans les nouvelles de Villiers de l'Isle-Adam un texte qu'il fallait absolument que j'insère, ou en tout cas un personnage de fiction qui faisait écho de manière troublante et saisissante à ce qu'était mon héroïne, et surtout les raisons pour lesquelles mon héroïne se laissait enfermer dans une situation qui allait la détruire, de la même façon que la sourde de la nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam renonce au bonheur qui vient à elle. Vous avez évoqué à plusieurs reprises votre envie de provoquer chez le lecteur des sensations esthétiques du fait de la mise en place de ces dispositifs ou de ces formes dont vous parlez. Et de la dimension plastique. Et de la dimension plastique. Mais est-ce qu'il s'agit uniquement de rechercher ces émotions, la production de ces émotions, ou est-ce qu'il y a, et quelle relation cela peut entretenir, la recherche aussi d'un plaisir qu'on pourrait dire beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus conceptuel, et qu'on retrouve aussi dans les démarches d'artistes plasticiens. Quand vous parlez de dispositifs, de panneaux, il y a avant même de produire les effets, un plaisir qui tient à la conceptualisation du dispositif. En effet, quand on se met à l'expliciter, ça devient conceptuel. Mais j'en attends avant tout un plaisir
esthétique, c'est-à-dire que ça n'a de sens que si ça vraiment agit sur le lecteur. Après, le risque de ce genre de démarche, puisque cette dimension plastique, je ne l'explicite jamais dans le livre, sinon ce ne serait pas une dimension plastique. Vous voyez ? En fait, elle doit être manifeste par elle-même. Donc, on peut ne pas la voir. Et ça, c'est le risque aussi que je prends avec ce genre de choses, c'est qu'il y a des lecteurs qui passent à côté. Alors, il y en a d'autres qui sont saisis par des événements plastiques. Et des critiques aussi. Et des critiques aussi. Mais, en effet, je n'indique jamais qu'il y a là un travail. Et un travail qui fait sens et qui vient nourrir le livre. Donc, on peut passer complètement à côté. Ce que je pourrais faire après, c'est en effet rentrer dans une démarche conceptuelle d'explicitation, comme ça, a posteriori. Et je pourrais le faire, et ça marcherait, ça tiendrait debout. Mais elle n'est pas là avant, parce que pourrait, après tout, il y a des démarches artistiques qui, par exemple, il y a des œuvres qui tiennent en l'énonciation de quelques règles et qui attendent simplement celui qui s'en saisit pour... Non, parce que je reste avant tout un romancier, un écrivain, et il y a cette dimension-là qui existe et qui est très importante. Mais voilà, je continue à créer des personnages, des situations et des récits. Et des récits. Et des récits. Des narrations. Et des narrations, oui. Oui, tout à fait. Même si, par exemple, un roman comme Cendrillon, on ne peut pas dire que ce soit un roman classique. C'est vraiment... Il y a 1000 narrations, enfin 100 narrations dans ce livre. Alors que L'amour et les forêts davantage. Alors que, oui, L'amour et les forêts, il y a vraiment une trajectoire narrative claire, conduite par... enfin, il y a un personnage principal, mon héroïne, et même si en effet il y a un dispositif narratif qui fait que je me mets en scène, moi, dans un premier temps, pour présenter une femme du monde réel à mon lecteur, et cette femme du monde réel, dès le deuxième chapitre, devient un personnage de roman. Donc c'est vraiment, là j'organise l'éclosion d'un roman à l'intérieur d'un dispositif qui emprunte les apparences dès le premier chapitre de l'autofiction ou du roman autobiographique. Mais pour revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure sur l'importance de l'art contemporain, en effet, je peux dire que des gens comme Romeo Castellucci, par exemple, ou Tadao Ando, ont eu autant d'influence et d'importance dans mon travail que certains écrivains. Ça, c'est sûr. Donc, par art contemporain, on entend des choses extrêmement larges, puisqu'il s'agit d'un metteur en scène de spectacle vivant et d'un architecte. Oui. Et c'est pas une coquetterie, c'est pas... je peux vous dire que quand j'écris La Chambre des époux, j'ai continuellement pensé à Tadao Ando, et mon fantasme était... d'une certaine façon, que ce livre, La Chambre des époux, soit aussi beau qu'un bâtiment de Tadao Ando, et qu'il permette à mon lecteur un même type de cheminement que ceux qu'on peut avoir dans un bâtiment de Ando, et en éprouvant exactement les mêmes émotions. Et vraiment, et Castellucci, qui est pour moi vraiment le grand génie du moment, tous arts confondus, et quelqu'un qui me nourrit constamment. Je voulais revenir qui me donne des idées, je me souviens d'un des premiers spectacles non, c'était pas l'un des premiers spectacles que j'ai vu, parce que j'ai de la chance d'avoir vu le premier spectacle de Castellucci en France, qui était au Festival d'Avignon, au Gymnase Aubanel en 96, qui était Jules César. Mais je me souviens à Berthier, quelques années plus tard, c'était en 2001, je crois, un de ces spectacles liés à c'était les séries de villes. Il y avait comme ça un personnage qui représentait, je crois, le Christ sur la scène, qui était comme ça, immobile, hiératique. Et puis derrière,
tombe du haut des cintres une voiture, mais de très haut, dans un fracas épouvantable. Et donc, saisissement dans la salle, enfin, et puis quelques secondes plus tard, une deuxième. Et quelques secondes plus tard, 2 autres voitures, de tout leur poids, comme ça, tombant de 15 mètres. Ce genre de surgissement, comme ça, imprévu, qui dérègle tout, ce saisissement-là, en fait, en sortant de cette salle, et c'était pas la première fois que ça m'arrivait, je me suis dit que si je parvenais, comme écrivain, à produire sur mon lecteur des effets un peu comparables à cela, à la faveur d'une phrase, d'une situation, d'un paragraphe, je serais le plus heureux des écrivains. Et donc, en effet, j'essaie toujours d'organiser dans mon écriture des choses de cet ordre, susceptibles de produire comme ça la même fascination. Ça veut dire en travaillant la langue. Et donc, je ne dis pas que j'y parviens, mais en tout cas, des choses comme ça peuvent me hanter pendant des mois et des mois, quoi. Je voudrais, après, quand je me mets à écrire, en allant à la ligne, d'un paragraphe à un autre, eh bien, par l'information ou la phrase qui tombe, on puisse avoir le même type de rapport au texte. Je vous ai posé la question de la place que vous ménagiez dans vos romans. Ce que vous venez de dire à l'instant laisse entendre que, au moment de l'écriture, vous ménagez déjà une place pour le lecteur, puisque vous essayez d'anticiper l'effet que vous allez produire sur lui, les sensations que vous allez pouvoir déclencher en lui. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'en effet, de ce point de vue-là, je pense constamment au lecteur. Ouais. Mais comment on fait pour penser au lecteur très concrètement? Est-ce que c'est une dimension d'empathie? On se met à la place? Non, je l'éprouve en effet sur moi-même avant tout. Je suis oui, mais ça finit par s'user quand on relit depuis 15 fois la même page. Comment on arrive à garder une forme de distance? Il faut mettre en place des stratégies d'éloignement pour parvenir à retrouver une forme de virginité. Oublier le texte pendant un moment, ça veut dire concrètement... Oui, mais en tout cas, en effet... c'est une question hyper intéressante parce que quand on écrit un roman pur et qui repose, ou en tout cas dont la beauté ou je sais pas, ce qu'ambitionne de toucher l'écrivain repose sur l'efficacité narrative, l'enchaînement des situations et tout ça, en effet, il n'est pas nécessaire de relire 100 fois pour essayer de voir si le texte fonctionne. Mais en effet, là, comme il y a une dimension sensorielle affirmée et que je recherche, il faut en effet que je parvienne à un moment à me mettre en état de réceptivité sensorielle maximale pour éprouver sur moi-même les textes que j'écris. Et d'extériorité probablement aussi à certains égards. Et aussi d'extériorité, oui. Donc ça c'est quelque chose qu'on parvient à faire en écrivant dans le feu de l'action comme ça, en étant... avec son texte, dans un rapport comme ça d'intimité ou d'urgence. Mais il faut aussi, quand on se relit et quand on retravaille le texte, parvenir en effet à une forme d'extériorité. Et j'ai écrit dans un texte il y a quelques années qu'en effet, j'ai prouvé mes textes sur moi-même comme de diaboliques petites machines, comme ça. Et en effet, je rêve toujours que mes textes puissent agir sur mes lecteurs comme des sortilèges, donc avec de vraies actions. Et j'élabore de petites machines perverses comme ça qui viennent solliciter le lecteur sensoriellement. C'est ce que j'essaie de faire. Et comme je travaille beaucoup en me réécrivant, je ne suis pas un champion du premier jet. Mes textes s'élaborent par versions successives comme ça, avec des strates, et je suis, je crois, meilleur dans la réécriture que dans l'écriture, alors qu'il y a des écrivains qui disent
et je les crois et je les envie beaucoup, être très bons dans le premier jet et ne se corriger presque jamais. J'ai lu une interview de Marine Diaye il y a quelques années qui disait qu'en fait, elle écrivait comme ça par petite tranche de 2 heures et qu'elle était ultra concentrée et qu'une fois qu'elle avait écrit ces pages, elle ne se recorrigeait jamais. Moi, je suis vraiment l'inverse de ça et je me réécris beaucoup et la plupart des choses, enfin, je crois que les meilleures choses que j'ai écrites, c'était vraiment en me réécrivant et en réécrivant par-dessus des choses que j'avais déjà posées sur le papier. Et en effet, la difficulté, c'est que l'effet du texte sur soi-même ne s'émousse pas pour continuer à pouvoir perfectionner les effets qu'on aimerait produire. Il y a une autre manière dont le public, le lecteur, peut être présent à votre esprit. Vous y avez fait allusion à 2 reprises déjà depuis le début de cet entretien. Une première fois en indiquant qu'il vous arrive de vous soucier de ne point apparaître comme trop narcissique parce que ce serait mal reçu, et une deuxième fois en disant à quel point, en affirmant vos convictions ou vos jugements sur la situation dans laquelle nous nous trouvons, vous espérez avant toute chose rencontrer ceux qui partagent avec vous ces appréciations pour, en quelque sorte, que vous puissiez tous vous compter. Oui, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. En effet, les livres peuvent être des lieux de ralliement. Et j'ai écrit Cendrillon, par exemple, avec ce désir fort, sans doute parce que je me sentais très seul au moment où je l'ai écrit, de lancer comme un cri de ralliement. Et en effet, pour se compter. Et je crois que c'est pour ça que le procès... et d'ailleurs, quand on se retrouve une petite communauté comme ça de lecteurs qui vous disent « mais je ressens exactement les mêmes choses, merci d'avoir écrit ces livres et merci d'avoir mis des mots sur des choses qui étaient en moi comme ça indicibles ». C'est très agréable parce que dans le fond, l'écrivain disparaît au milieu de ces gens dont il est semblable en fait. Et en effet, j'écris aussi pour ça, pour me trouver dans une communauté de sensibilité. Après, je crois que le procès qu'on fait aux écrivains lorsqu'on fait ce procès de narcissisme est quelque chose qui pour moi n'a absolument aucun sens. Parce que moi je n'écris pas lorsque j'écris sur moi pour écrire sur moi et pour me gargariser de ma personne. C'est vraiment toujours avec le désir, en allant au plus profond de moi-même et en allant au plus profond des expériences que j'ai vécues sans me mentir et en étant le plus précis et le plus honnête possible, toucher mon lecteur. Et je pense que la plupart des écrivains qui écrivent sur eux le font pour cette raison, vraiment pour toucher, dans le fond, atteindre une sorte de vérité, parce qu'on peut avoir besoin, à certains moments, de se confronter avec une vérité dans sa propre vie. Mais une fois ce chemin fait, qui n'est pas toujours facile, pouvoir toucher les autres. Et je pense qu'il est nécessaire parfois d'aller loin au fond de soi pour écrire des livres percutants et qui soient des livres utiles, parce qu'on peut être hanté, c'est mon cas, lorsqu'on écrit du livre inutile, en fait, du livre qu'on écrit sans véritable nécessité. Donc pour moi, la question de la nécessité est toujours très importante. Vous avez été plus loin que ce qu'on vient de dire, puisque vous avez même ménagé
de la place pour vos lecteurs dans vos livres. Et là, il ne s'agit plus simplement de penser à la question de la réception, que ce soit celle individuelle d'un lecteur ou d'une lectrice qui va éprouver des sensations que vous cherchez à produire, ni celle de la réception collective ou de la réception des critiques, dont peut-être on pourra dire un mot aussi, mais vous êtes allé jusqu'à faire intervenir des lecteurs de livres antérieurs dans des livres pour creuser ces souterrains dont vous parliez tout à l'heure, mais de manière, là pour le coup, je trouve nettement plus originale que ce qu'on a pu lire chez d'autres. Vous pensez à... Mais je pense à L'amour et les forêts. Ouais. En effet, là, on rejoint la question de l'urgence qu'on évoquait tout à l'heure. Il se trouve qu'après l'apparition de Cendrillon, j'ai reçu énormément de lettres, beaucoup. Et des témoignages de personnes, en effet, ce cri de ralliement avait plutôt bien fonctionné et beaucoup de lecteurs m'écrivaient, en effet, pour me dire qu'ils s'étaient reconnus dans les différentes facettes de Cendrillon et dans les différents personnages. Beaucoup, non ? Pas seulement. C'est un peu un cliché qui s'attache à mon travail de penser que j'ai surtout des lectrices. J'ai aussi beaucoup mais dans ce cas précis, je voulais dire. De Cendrillon ? Non. 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 Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de lecteurs hommes qui me sont reconnaissants de mettre en scène des hommes sensibles, par exemple. Des hommes qui essaient de s'inventer au-delà du cliché de la virilité, de l'homme dominant, des hommes acceptant et revendiquant leur fragilité, leur faiblesse, et entretenant avec la réalité des rapports comme ça, un peu conflictuels, inconfortables et tout ça. Et comme il y a dans mes romans beaucoup de narrateurs masculins assumant et affirmant leur extrême sensibilité, voire leur sensibilité qu'on pourrait qualifier de féminine, en effet, comme c'est assez peu représenté en littérature, il y a beaucoup d'hommes qui viennent me dire, qui me sont reconnaissants de parler des hommes de cette façon-là. Donc, il n'y a pas que des femmes qui m'écrivent, mais dans la mesure où Cendrillon était un livre où j'allais loin, dans le fond, dans la confession, et dans les confidences, je dirais, ce livre a sollicité des réactions très de confidence et de confession et très intimes. Un livre intime, très intime, allant loin dans le dévoilement de mon intimité et de mes tourments et de mes tracas et essayant d'analyser le plus précisément possible mon rapport difficile au réel. Eh bien, les gens qui eux-mêmes se trouvaient dans ce même type de relation au réel venaient me dire « mais merci parce que ça m'aide ». Cendrillon m'aide à retrouver foi dans notre monde réel, et en effet on peut parvenir à s'accomplir aujourd'hui dans notre réalité pour peu qu'on ait tel ou tel type de comportement, d'attitude, d'attente, et on peut toujours continuer à espérer de s'émerveiller, bref. Et il se trouve que parmi ces nombreuses lettres que j'ai reçues, beaucoup de femmes témoignaient de situations de harcèlement conjugal. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment me violentait particulièrement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m'était vraiment insoutenable et intolérable. Et assez vite, j'ai compris que j'écrirais un livre à partir de ces témoignages, ce que j'ai fait. Donc, et en particulier, une lectrice qui m'a explicitement demandé... une très belle rencontre d'ailleurs dans un train, une femme à côté de qui je me suis trouvé assis et qui a sursauté en me voyant m'asseoir. Elle m'avait reconnu et elle m'a dit qu'elle m'avait vu à la grande librairie parler du système Victoria et qu'elle avait été très frappée par ma sensibilité, ma façon de parler des femmes, en l'occurrence de Victoria, et que elle avait acheté mon livre et qu'elle s'apprêtait à le lire
et que, l'ayant lu, elle m'aurait écrit parce que elle voulait me demander quelque chose, et en l'occurrence d'écrire un livre sur ce qu'avait vécu sa sœur. Et il se trouve que j'avais en tête un roman qui mettrait en scène une femme en situation de harcèlement conjugal. Et voilà, c'était des notes comme ça éparses. Et donc j'ai demandé à cette femme dans le train de quoi il s'agissait, et elle s'est mise à me parler de sa sœur qui avait été confrontée à une situation de harcèlement conjugal extrêmement violente, et elle en était morte. Et là, la coïncidence était absolument stupéfiante, puisque j'étais en train de travailler autour de ces questions, comme quoi les écrivains ont besoin de chance. Ça, c'est une phrase de Guibert que j'adore, où un jour, il prenait l'avion et puis il s'est retrouvé assis dans l'avion à côté d'un homme qui lui a raconté que, en fait, il rapatriait le corps de son fils qui était dans la soute, dans un cercueil. Bien évidemment, c'est une situation qui avait fait la grande délectation d'Hervé Guibert, et qui, si ma mémoire est bonne, disait que les écrivains avaient besoin, pour écrire, de la chance de pouvoir se trouver en relation dans leur vie de tous les jours avec des événements inspirants. Voilà. Et là, en effet, L'amour et les forêts n'aurait pas existé si ce jour-là, je ne m'étais pas trouvé assis à côté de cette femme dans ce train, à moins qu'elle n'ait tenu sa parole et envoyé cette lettre après avoir lu Le Système Victorien. Et en effet, quand elle a commencé à me raconter dans ce train ce qu'avait enduré sa sœur, et qui est strictement relaté dans L'amour et les forêts, instantanément, la forme de mon livre m'est apparue. Alors à l'époque, c'était en diptyque, c'est-à-dire de synthétiser des témoignages que j'avais eus de femmes victimes de harcèlement conjugal, et puis de raccrocher à ces témoignages ce second témoignage, donc de la sœur de ce qui allait devenir l'héroïne de l'amour et les forêts, et avec une césure au milieu, voilà. Et donc, en effet, là, je suis retourné voir cette femme quelques mois plus tard, et je l'ai interviewée, et je suis parti de cette interview que j'ai fait d'elle pour écrire la deuxième partie de L'amour et les forêts. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup fait, de partir aussi de documentation, de témoignages. Dans Cendrillon, par exemple, je me suis beaucoup documenté, Le Système Victorien également, mais par exemple, l'interview que j'ai faite du trader David Pincus dans Cendrillon, j'ai ramené une matière extrêmement riche, où celui-ci me donne tout simplement un cours magistral de finance internationale. Et donc, voilà, page que j'ai travaillée vraiment comme un sculpteur peut travailler de la terre. Alors justement, ça m'amène à une question sur l'écriture elle-même, parce qu'une chose frappante dans vos livres, c'est la capacité que vous avez à changer de registre d'écriture, ce qui paraît parfois troublant à certains, parce que certaines personnes vont trouver que vous avez des pages très bien écrites, et puis d'autres, on ne comprend pas, parce que c'est ni fait ni à faire, c'est bâclé, c'est en style indirect, etc. Mais alors que vous travaillez sur ces contrastes, c'est frappant. Vous avez même réussi à le faire dans le dernier livre, qui pourtant est un livre assez bref, mais qui est, de ce point de vue, un assemblage de registres relativement variés. Mais on trouve des contrastes encore plus forts dans les livres qui sont plus longs. Quel rapport vous avez à l'écriture? Cette fois, je veux dire, on ne parle plus de construction des livres, on ne parle plus de forme ou de dispositif, on parle de la phrase. Ça, c'est en effet une dimension importante de mon travail, mais ça, je le sais, que j'ai ce registre, en fait,
c'est spontané, ça vient comme ça. En effet, je peux, dans un même livre, dans la Chambre des époux, par exemple, mettre en scène cette rencontre aux assises internationales du roman d'une manière, paraît-il, drôle. Et puis, quelques pages plus loin, en l'occurrence, c'est quelques pages avant, faire pleurer. J'ai jamais, comment dire, considéré qu'il fallait, dans un même livre, avoir une langue comme ça, qui serait une langue uniforme. C'est vraiment lié à ce que je disais tout à l'heure sur la dimension plastique du livre. En effet, et aussi dans cette acception du livre comme reflet de son rapport au réel. En effet, si dans la vie on peut être alternativement enjoué, mélancolique, triste, nerveux, rapide, intimidé, eh bien le livre doit pouvoir rendre compte de toutes ces humeurs et de tous ces contrastes. Et donc j'essaie dans mes livres, donc merci de considérer que c'est réussi, j'essaie dans mes livres en effet d'avoir de grands écarts et de grandes variétés de registres. Dans L'amour et les forêts, il y a cette scène de Mythique, l'inscription de Bénédicte Ombredane sur Mythique, qui est écrite d'une manière très particulière et spécifique, un peu comme une pièce de théâtre sans didascalie, où on a vraiment uniquement les échanges de Bénédicte Ombredane avec tous les différents interlocuteurs, tous plus grossiers et pressés les uns que les autres. Et plutôt que de raconter avec une unité de style, disons, dans le livre, de l'extérieur, la scène, genre Bénédicte Ombredane s'inscrit sur Mythique et elle est confrontée à un certain nombre de personnes qui lui disent telle ou telle chose. En effet, c'est toujours cette obsession que j'ai de plonger le lecteur dans le moment présent du personnage. Ce qui, dans le cas de L'amour et les forêts, était très important pour moi parce que j'ambitionnais non pas seulement de décrire des tourments terribles vécus par les femmes qui sont harcelées par leur mari, mais le faire vivre véritablement à mon lecteur. Je voulais vraiment que mon lecteur vive de l'intérieur, alors non pas ce que vivent ces femmes, mais en tout cas se trouve dans une situation presque d'asphyxie comparable à celle que pouvait connaître mon héroïne. Donc c'est vraiment cette obsession du temps, enfin comment dire, cette obsession du moment présent, ce qui fait que je suis en effet fasciné par le théâtre, c'est-à-dire d'élaborer mes récits comme si j'avais ce fantasme du temps réel qu'on ne peut pas avoir en littérature, on peut l'avoir au cinéma. Un cinéaste peut planter sa caméra dans une rue et filmer pendant 4 heures, ce que ne peut pas faire l'écrivain, mais on peut procurer au lecteur l'illusion du temps réel par des moyens d'illusionnistes. Mais en effet, j'essaie, avec chacun de mes romans, d'être comme dans une forme de temps réel. Et donc, avec des rétrécissements de perspective, bien évidemment, et tout ça. Mais je voulais que ces 4 mois vécus par Bénédicte Ombredane, où elle s'enfonce comme ça dans une sorte d'enfer, voilà, qu'on ait cette sensation du temps comme ça bon. Et donc la scène de Mythique, c'était vraiment de faire comme une sorte de petite scène de théâtre dans le livre. Et donc, voilà, il se trouve que c'était plutôt drôle, et donc cette scène déclenche des rires quand, quelques pages plus loin, on est dans la description des tourments de Bénédicte Ombredane, et le dernier chapitre du livre est une longue conversation post-mortem entre Bénédicte Ombredane,
qui est morte donc, avec son amant Christian. Et je tenais à ce que ce livre s'achève comme ça par une sensation. C'est vraiment une sensation de la libération de cette femme, et donc qui est écrite, cette longue conversation, dans un style très différent du reste du roman. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ma démarche que d'adopter en effet des styles et d'aller dans des registres variés en fonction des situations vécues par mes personnages. Et c'est Cendrillon peut-être qui l'illustre le mieux, puisque mettant en scène 4 personnages qui sont chacun dans une ligne narrative différente, il était important pour moi que chaque ligne narrative ait son climat particulier, et donc d'une certaine façon une écriture qui lui soit propre.